Désolé encore pour le petit détour, là. Il y a eu un petit souci avec le lien, semblerait, mais normalement, vous l'avez tous reçu depuis. Avant de commencer, fait que c'est ça, je voulais vous remercier pour votre participation déjà. J'ai eu beaucoup de questions différentes, fait que j'espère on va trouver, que vous allez trouver les réponses que vous cherchez un petit peu là-dedans aujourd'hui. Avant de commencer aussi, donc, j'aimerais juste s'assurer des technicalités un petit peu de comment ça va se dérouler. Fait que je prévois prendre environ 40-45 minutes de votre temps là, pour aborder tous les sujets. Euh, je vous invite pendant ce temps-là à garder vos micros fermés, mais si vous voulez garder votre caméra ouverte, soyez pas gênés là-dessus. Puis par après, on va avoir quand même une petite séance de questions spontanées, là, si jamais vous en avez. Je vous invite quand même à les partager directement dans le clavardage, parce que Marisol, dans le fond, qui m'épaule en ce moment, va les modérer, dans le fond, là. Fait que n'hésitez pas à les poser durant la présentation, comme ça vous êtes sûr de ne pas les oublier. Puis on va revenir là-dessus par après, là, jusqu'à environ 13 heures le maximum pour ceux qui peuvent rester jusque-là. Fait que ça ressemble pas mal à ça pour notre début. Je vais juste aller chercher ma présentation. Excellent. Juste confirmer ici. Parfait. Aussi, sachez bien évidemment que la réunion en ce moment est enregistrée. Donc, pour ceux peut-être qui regardent ça en différé, bonjour. Et donc, vous recevrez tous, là, autant ceux qui sont en direct qu'en différé, le lien de l'enregistrement. Vous allez aussi recevoir le PowerPoint en tant que tel et une page d'appréciation de l'événement, là. Donc, vous allez recevoir ça demain, là, c'est-à-dire le 26, mercredi 26. Donc, sur ce, je vous donne un petit topo pour aujourd'hui. Dans le fond, avec les différents thèmes, j'ai 11 sujets ou grandes questions que j'aborde ici à travers 4 différents thèmes, qui sont donc les suivants, là, les habitudes de vie, les mythes et réalités autour de la santé, l'exercice physique de manière générale, et finalement la course à pied, qui est un petit peu plus mon domaine d'expertise, ne serait-ce que par mon intérêt plus personnel dedans. Mais donc, on va aborder tout ça à travers 2 à 3 sujets là, par thème. Donc, pardon. Pour commencer avec les habitudes de vie, ben, avant même de commencer à faire quoi que ce soit, on va commencer par parler de sommeil, en fait, plus spécifiquement d'hygiène de sommeil. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, dans le fond, l'hygiène de sommeil, on fait référence à tout ce qui est les comportements et habitudes qu'on va prendre avant et après le sommeil, qui a pour but d'améliorer ou, si on a une mauvaise hygiène de sommeil, de améliorer, donc de empirer la qualité de notre sommeil. Donc, pourquoi on veut s'attarder à ça? Bien, évidemment, c'est pour améliorer sa qualité de sommeil, l'influencer plus positivement. Et ça permet une meilleure gestion d'énergie durant la journée. Ça nous permet de mieux récupérer physiquement d'une grosse journée la veille. Ça nous permet de mieux apprendre aussi, mieux faire le ménage dans notre tête là, quand on a un meilleur sommeil. Donc, même si on a ces 8 heures de sommeil à tous les jours, toutes les heures ne se valent pas. Donc, c'est cette hygiène de sommeil-là qui va nous permettre de s'assurer d'avoir tous les effets optimaux, on va dire, là, de ce que le sommeil peut nous apporter. Il y a énormément de différents points, là, conseils qu'on suggère pour ça. D'ailleurs, vous allez voir là, à peu près à chaque diapositive, je vous donne des ressources supplémentaires, comme là ici, de Santé Montérégie, qui nous offre une panoplie de justement différents trucs et conseils là, pour un bon sommeil de qualité. Mais les points clés que j'aborderai ici, tout d'abord, serait tout simplement d'avoir des heures régulières. Donc, même la fin de semaine, si possible, on essaie de se coucher puis de se lever aux mêmes heures le plus possible. Et dans la réalité, où est-ce que c'est souvent pas aussi simple, on va essayer quand même le plus possible de se réveiller à la même heure. La raison, l'intérêt principal de ça, c'est tout simplement qu'au moment où on se réveille, on veut se sentir justement donc reposé. Pour avoir vu certaines personnes en individuel parmi vous, j'en vois beaucoup là, qui me parlent de sentiments de sommeil encore, de fatigue encore là, quand ils se réveillent. Puis ça peut être entre autres expliqué à si vous êtes encore dans une phase peut-être un petit peu trop profonde à ce moment-là, parce que votre corps n'est pas habitué peut-être de se réveiller à cette heure-là, ça peut ne pas aider. Donc, on vise des heures régulières pour ça. Aussi, tout ce qui est stimulant, principalement la caféine, la théine également, on essaie de l'éviter. On recommande au moins 4 à 6 heures avant le coucher. La raison, c'est que c'est souvent ce qu'on estime étant la demi-vie des effets de la caféine. Donc, évidemment, je pense que tout le monde le sait ici, que si on prend un café juste avant d'aller se coucher, en général, en tout cas, ça va nuire un petit peu. Fait que 4 à 6 heures, c'est un minimum. Vous pouvez même aller jusqu'à 8 heures si vous voulez être certain. Mais donc, évidemment, le soir, là, on essaie d'éviter ça.
Un autre truc peut-être qu'on connaît un petit peu moins, c'est de limiter le lit ou même carrément la chambre si possible, seulement au sommeil et aux activités sexuelles. La raison, en fait, c'est qu'on veut associer vraiment notre lit ou même carrément notre chambre à un état de calme puis un état de sommeil carrément pour nous aider à encore là mieux s'endormir. Donc, par exemple, on va essayer d'éviter de lire dans notre lit, de regarder son téléphone, d'avoir une télé dans la chambre aussi, c'est très peu recommandé. Donc, ou même d'avoir un bureau dans sa chambre, ça peut être moins idéal, mais en tout cas, au moins le lit, on s'en sert le moins possible pour les autres activités. Pardon. Donc, l'idée avec ça, donc, si possible, même si vous avez donc votre bureau, essayez de l'avoir dans une pièce à part carrément. Puis, même si vous arrivez, on va arriver là-dessus plus tard, là, si vous êtes dans votre rituel avant d'aller vous coucher, essayez quand même d'attendre vraiment l'heure du coucher pour vous y rendre. Justement, une fois que vous êtes rendu, ben là, on essaie de ne pas s'acharner à s'endormir. Ça, ce que ça veut dire, c'est que ce qui est recommandé, c'est que si à partir du moment où est-ce qu'on est couché, ça nous prend plus de 20 minutes là, au lit avant de s'endormir, on recommande de carrément sortir du lit, sortir de la chambre puis aller faire autre chose. Le autre chose doit être quand même calme, évidemment. Là. Ça peut être carrément s'asseoir et regarder par la fenêtre. Ça peut être de lire. Ça peut être de faire donc, une activité très calme tout de même. Et juste attendre que le sommeil, la sensation de sommeil arrive par elle-même et de se réessayer par après. Donc, on ne s'achante pas là-dessus. On regarde ça. Puis dès qu'on sent que ça fait trop longtemps, on sort de la chambre. Finalement, donc la routine, le rituel pré-sommeil, pré-dodo, comme je l'appelle, c'est un ensemble de comportements encore là. On pourrait dire que c'est un peu le fils de l'hygiène de sommeil, là. Donc, c'est une grande catégorie quand même, mais c'est un ensemble de comportements qu'on recommande de faire en un bon 45 minutes à 1 heure là, avant le coucher. C'est un peu notre feu jaune de la journée. Si le sommeil, c'est le feu rouge. Fait qu'on veut commencer à ralentir. Le truc le plus connu, c'est de tamiser les lumières tout simplement. Donc, d'avoir, par exemple, des lumières justement de salon un petit peu plus clairsemées, des lumières chaudes, éviter les lumières de plafond froides, de néon, des choses comme ça. Ça favorise donc la sécrétion d'hormones qui nous aide au sommeil et ça ralentit encore plus la sécrétion d'hormones qui nous aide à rester éveillés au contraire là, durant la journée. Donc, aussi tout ce qui est stresseur, donc éviter d'avoir la tête pleine avant d'aller vous coucher. Si vous avez des choses à penser pour le lendemain, notez-les sur un cahier. Souvent, ça aide justement, le cerveau, il sait qu'on a mis l'information à quelque part, fait qu'il se calme un petit peu à ce moment-là. Puis, de globalement, trouver ce qui vous allez vous relaxer, mais donc pratiquez-le avant d'aller vous coucher. Donc, ça fait le tour pas mal pour ce qui est de l'hygiène de sommeil. Par après, j'ai eu beaucoup de questions sur j'ai une tendinite, j'ai de la fibromyalgie, bref, j'ai de la douleur et elle ne part pas. Qu'est-ce que je peux faire pour m'en débarrasser? Donc, j'ai pas de réponse spécifique à donner ici pour vous aujourd'hui, mais j'ai quand même des guidelines que je peux vous donner ici. Donc, tout d'abord, pour tout ce qui est donc tout type de douleur chronique, donc à partir de 2 ou 3 mois et plus qu'elle reste persistante, on peut commencer peut-être à tout simplement réguler ses attentes un petit peu. C'est-à-dire, qu'est-ce qui arrive si elle ne part jamais? Est-ce que ça m'enlève carrément une qualité de vie? Est-ce qu'au contraire, ça change presque rien? Donc, c'est à vous de voir là-dessus, là, qu'est-ce que vous en faites. Mais donc, c'est important de considérer la possibilité que la douleur parte jamais, mais peut-être juste qu'elle se calme avec le temps. Ensuite de ça, justement, on veut aussi essayer d'éviter de s'identifier par la douleur. Donc, oui, on a peut-être un diagnostic, justement, de fibromyalgie, d'un TMS quelconque, puis on ne va pas l'ignorer, évidemment, on va le traiter, on va faire attention. Mais si on s'identifie comme tel, c'est-à-dire que si on dit, je ne peux pas faire ça parce que j'ai ci, je peux absolument pas faire ce genre de mouvement parce que ça fait juste nous amener un peu plus dans un cercle vicieux encore, où est-ce que la douleur va plus persister et même peut-être empirer avec le temps. Tandis que si on se défait un peu de cette identité-là, puis qu'on va plus considérer la douleur, puis donc le diagnostic comme étant une partie de nous, mais sans plus, ça nous aide déjà un petit peu moins à s'attendre à ce qu'on ait de la douleur toute notre vie. Finalement, un grand phénomène quand même, c'est d'éviter les pensées catastrophistes. Pour ça, j'ai une figure illustrée juste ici. En gros, c'est notre réaction face à la douleur. Donc, quand on a une lésion ou quelconque douleur chronique, justement, la douleur va arriver, c'est inévitable. Par après, c'est si on réagit avec de la peur ou non. Donc, si on regarde vers la gauche, là, si on réagit avec de la peur, arrivent plusieurs comportements par après, où est-ce la peur de la douleur nous amène à avoir peur d'avoir peur
d'avoir mal. Donc, on devient hyper vigilant à ne pas faire les choses qui peuvent amener de la douleur. Donc, on évite de pratiquer certaines choses. Puis, à force d'éviter, on peut carrément arriver à se rendre incapable de s'auto mettre dans l'incapacité de faire une action, ce qui peut amener, si par exemple c'est une activité de loisir ou quelque chose qui nous fait du bien, de l'activité physique, ça peut amener carrément à des signes et symptômes de dépression. Donc, par exemple, si moi j'aime ça faire du jardinage dans la vie, puis j'ai une tendinite au poignet qui fait que quand je pelte, par exemple, ou même juste quand je prends des sacs, quand je serre n'importe quoi, ça me fait mal, ben là, je peux avoir peur à chaque fois d'empirer ma situation. Fait que là, je deviens hyper alerte à tous les petits signes de douleur et inconfort. Et là, plus je m'alerte là-dessus, plus j'ai envie de ne pas les vivre, donc de les éviter. Et là, par exemple, à un moment donné, je vais juste arrêter de faire mon jardinage. Puis, étant un loisir qui me fait du bien, autant pour ma santé mentale que physique, ben c'est donc l'inverse, l'effet inverse qui arrive en m'empêchant de le faire. Au contraire, si j'arrive avec mon même exemple, que j'ai de la douleur, mais par contre que j'accepte d'avoir de la douleur, on va essayer d'avoir un peu plus une approche qui se veut de normaliser cette douleur-là. Et donc, à force de s'exposer, cette normalisation-là va arriver. Le but, c'est pas de dire qu'on veut ignorer la douleur, mais qu'on veut la tolérer, puis Es-tu qu'éventuellement... OK? euh, pardon? C'est Je bon? pense qu'il y avait quelqu'un qui avait son micro C'est d'ouvert. bon. C'est Donc, beau, on ouais. veut juste, voilà, on veut juste éviter, on veut juste s'exposer un petit peu plus. Puis donc, la douleur peut devenir éventuellement un simple inconfort. Donc, si on la note, par exemple, à une douleur de 6 sur 10, ça peut devenir à un 3, 4 sur 10, puis devenir beaucoup plus tolérable. Donc, on fait avec. Je reviens à mon premier point. Mes attentes sont qu'elle peut persister, mais ça ne m'empêche pas de pratiquer ce que j'aime faire dans la vie. Donc, encore là, toujours pour plus d'informations, vous avez toujours ici le site de Douleur Canada qui comporte un article excellent pour justement, si c'est votre cas, si vous vivez de la douleur, mais aussi si vous connaissez quelqu'un, vous pouvez le référer à ce document-là. C'est super concis, clair, puis justement, ça englobe un peu ce que j'ai dit là, mais un peu plus en détail encore, là. Fait que je vous conseille d'aller le lire. Finalement, dernier truc sur les habitudes de vie, beaucoup m'ont parlé comment maintenir leur motivation. Donc, que ce soit comment je peux me mettre à bouger plus, comment je peux me motiver à aller au gym plus souvent, comment je peux me motiver à mieux manger, bref, tout ça. Et donc, on va parler de motivation en général, à commencer par la définir, la motivation. Déjà, il faut savoir que la motivation, c'est pas quelque chose qu'on attend après avant de commencer quelque chose. On l'a une fois qu'on commence quelque chose en général. Et donc, il y a plusieurs sources de motivation différentes, mais les deux extrêmes sont la motivation qu'on dit intrinsèque et extrinsèque ou la motivation interne versus externe. La motivation interne, vous devez sûrement vous en douter, c'est la motivation la plus forte. Donc, c'est une motivation qui est en cohérence avec nos valeurs, c'est une motivation qui vient par le plaisir, il n'y a que des effets bénéfiques, il n'y a presque aucun coût. Bref, je sais pourquoi je le fais, ça me plaît, ça me convient, et donc je pratique ce que j'ai à pratiquer sans problème. La motivation extrinsèque peut se faire de plusieurs façons, mais si je vais dans les extrêmes, ça va être par exemple par la récompense et la punition. Donc, la quête de récompense ou l'évitement de punition. Si on passe à un coach un peu sévère qui nous dit performe de telle manière, sinon tu fais 10 push-ups, ou au contraire, si on travaille puis on dit fais telle performance puis tu auras une prime à la fin du mois. Donc, c'est des motivations qui peuvent marcher, mais qui sont très peu soutenables là, dans le temps et qui sont justement difficiles à maintenir, puis qui ont besoin constamment d'être remises à jour, puis qui sont très stressantes au final pour soi-même. Donc, c'est souvent pas tant les plus motivantes, justement. Donc, si on se focalise un peu plus sur la motivation intrinsèque, comment la développer, c'est d'abord trouver son pourquoi. Donc, si je prends par exemple, j'ai envie de faire plus d'activité physique, pourquoi? Ben, on me dit que c'est bien pour mon corps, fait qu'on faudrait que je fasse ça, je le sais, c'est bon pour ma santé. C'est correct. Par contre, est-ce que c'est vraiment ça en quoi on croit? Est-ce que c'est aussi quelque chose qui est important pour nous ou c'est quelque chose qui est important pour les autres? Est-ce que c'est mon docteur qui m'a peut-être un peu fait un commentaire pour dire Hey, si tu veux vivre longtemps, ça va être de te mettre en forme un peu plus ou c'est moi-même qui ai un intérêt personnel là-dedans? Donc, trouvez votre pourquoi puis trouvez-le donc comme étant un pourquoi qui vient de vous-même. Ce qui peut aider aussi, c'est de comprendre aussi qu'il n'y a pas une seule façon de faire les choses, hein. Donc, ça, je vais y revenir plus tard, mais que ce soit, on pense beaucoup à l'activité physique comme étant aller courir ou aller au gym, mais il y a mille et une façons de bouger réellement. Donc, de refléter un peu sur ce qu'on aimerait réellement faire, entre autres en pensant à ce qu'on a déjà fait dans le passé, aussi loin que dans l'enfance, là, avec des clubs de sport ou juste en ayant vu peut-être des gens faire quelque chose. Donc,
de s'assurer d'aller tout simplement voir qu'est-ce qu'on a déjà aimé faire dans le passé. C'est déjà un très bon point de départ pour aller trouver quelque chose. Et donc, le but final, c'est d'aller trouver ce qui nous allume réellement, ce qui va justement plus naturellement nous amener à vouloir faire quelque chose, qui nous amène donc la motivation intrinsèque. Et donc, une fois qu'on l'a trouvé, par contre, quand on débute, c'est important de rendre l'objectif tout de même accessible et de savoir commencer au bon endroit. Ce que ça veut dire, par exemple, c'est si je prends un exemple assez clair, là, comme je vais me mettre à courir, ben, j'irai peut-être pas courir à un parc spécifique qui est à 20 minutes de char de chez nous, parce que là, je vais faire 20 minutes, aller là-bas, revenir 20 minutes. Fait que là, ça me rend un 40 minutes de plus. C'est beaucoup de points de friction. Fait qu'à la place, je vais peut-être plus dire, je vais juste courir 10, 15, 20 minutes, mais je pars de chez nous, puis j'arrive de chez nous, puis c'est tout. Fait que ça se fait rapidement. Si je vais au gym, par exemple, justement, qu'on m'a donné un programme d'entraînement, ben souvent, on donne quand même un range, là, une étendue là, de nombre de séries ou de répétitions. Donc, par exemple, 2 à 3 séries. Bon, ben, je peux commencer avec 2 séries seulement. Si j'ai 6 exercices à faire, je peux en faire 4 seulement au début pour écourter la séance tout de même. Donc, oui, là, j'ai pas le choix peut-être de me rendre dans un gym, mais je peux quand même choisir la durée et le nombre d'efforts que ça va me prendre. Choisir des charges, justement, assez faciles au début. Parce qu'au final, au début, c'est pas tant le corps qui a besoin de s'adapter, c'est le mental. Donc, de rendre l'objectif accessible et facile. Puis donc, important de commencer au bon endroit. Donc, peu importe votre habitude que vous essayez d'ancrer, posez-vous la question simplement, qu'est-ce que je peux faire de petit? Quel petit geste je peux faire pour m'y rendre? Autrement dit, si on voit ça avec des marches, tu sais, quelle hauteur de marche je peux atteindre maintenant? On verra pour la prochaine marche par après, tout simplement. Donc, en gros, on y va avec des petits coups. Donc maintenant, on va aborder deux sujets un peu plus autour des mythes et réalités, dans le fond. Le premier est tout simplement sur la perte de poids. Donc, beaucoup d'entre vous m'ont posé des questions, comment perdre du gras des bras, perdre mon ventre, des choses comme ça. C'est une très bonne question. C'est des choses c'est un souci que beaucoup de gens ont. Et donc, j'aimerais juste qu'on fasse le tour de quelques croyances et ensuite un peu plus de la réalité. Donc déjà, même en fait, avant même de parler de ces 3 points-là, il faut savoir que justement, perdre du gras à un endroit spécifique, on ne peut pas le contrôler comme ça. C'est-à-dire que si je fais beaucoup d'exercices du ventre, d'abdominaux, des choses comme ça, je ne vais pas nécessairement perdre du ventre. C'est purement génétique, la perte de gras. Donc, peu importe si on fait le même exercice qu'un autre ou pas, la perte de gras ne sera pas nécessairement pareille entre les deux personnes. Donc déjà, on va commencer avec ça. Ensuite de ça, on a tendance à croire que perdre du poids améliore forcément la santé. C'est-à-dire qu'une personne grosse va être en moins bonne santé qu'une personne mince, à peu près forcément. On va aussi justement considérer qu'une personne mince, on va souvent l'attribuer à une moralité peut-être un peu plus supérieure. Donc, on va se dire, ah, cette personne-là est en forme, cette personne-là doit bien manger. Peut-être même des fois, cette personne-là doit avoir plus de succès, plus de charme. Et on va penser l'inverse des personnes grosses. Donc, on a un petit peu cette association-là morale qui nous vient comme ça de différentes influences externes. Finalement, on a tendance aussi à croire que la perte de poids, c'est juste une question de vouloir. Donc, si j'ai pas réussi, c'est parce que j'ai pas bien fait la méthode qu'on m'a proposé de faire, c'est parce que j'ai manqué de discipline, et donc c'est ma faute, et non pas la faute de quoi que ce soit ou de qui que ce soit d'autre. La réalité est tout de même assez différente. Donc, déjà, il y a beaucoup de facteurs qui déterminent notre santé, vous devez le savoir. Donc, par exemple, justement, vous devez avoir des images de personnes en tête, justement, des personnes grosses qui, elles, sont en très bonne santé, bougent souvent, mangent super bien, dorment super bien, tandis que d'autres personnes qui sont minces, qui, elles, s'essoufflent à la montée de marche, dorment très mal, s'alimentent pas super bien. Donc, il y a beaucoup d'autres facteurs bien avant le poids qui nous déterminent. Et justement, la santé se trouve à plusieurs poids différents. Je tiens à préciser d'ailleurs, là, pour certains, peut-être que l'emploi de l'adjectif gros, comme dire une personne grosse, peut sembler un peu rude. Sachez que mon intention ici, c'est tout simplement de l'utiliser sans connotation négative ni positive, comme un adjectif comme grand ou petit, avoir les cheveux longs ou minces. Là. Donc, je veux juste préciser ça ici. Le but d'employer ces mots-là est de normaliser justement le fait qu'il n'y a pas de il n'y a pas une moralité moins bonne à parler de quelqu'un comme étant une personne grosse. Donc, juste préciser ça ici. Finalement aussi, il faut savoir que l'effet des régimes à long terme est souvent un grand stress au niveau de notre métabolisme. Donc, je rappelle, notre métabolisme en général, c'est l'ensemble de ce que notre corps fait de lui-même et ça brûle un certain nombre de calories. Puis c'est souvent ça, en fait, la majorité de nos calories brûlées qui vont se faire là, juste
par le fait de rien faire. Et donc, quand on essaie de perdre du poids, souvent, on arrive, il y en a beaucoup qui vivent un plateau. Et ce qui arrive en ce moment, en fait, c'est que le corps, le métabolisme, se sent un peu menacé et essaye un peu de ralentir la cadence. Et donc, dans un déficit calorique, c'est-à-dire dans une perte de poids, ben là, ce déficit-là peut ne plus être un déficit parce qu'il y a eu un ralentissement et donc la perte de poids ralentit ou même stagne complètement. Et donc, après aussi, ben, une fois qu'on a fini notre régime, il arrive souvent qu'on reprend nos habitudes alimentaires précédentes ou même plus juste régulières, peu importe. Et donc, souvent, la perte de poids revient, le gain de poids revient en fait au poids précédent, voire même au-dessus, puisque le métabolisme a été ralenti au travers de ça. Donc, cet effet-là, ce stress-là apporté sur le métabolisme, l'effet yo-yo qu'on parle là, beaucoup, c'est un effet très connu, puis aussi qui est un très grand stress métabolique, qui est donc un grand impact sur notre santé, bien au-delà de juste le fait d'avoir un certain poids. Donc, encore là, on veut peut-être essayer de faire un petit peu attention à toutes les tentatives qu'on peut essayer de faire. Donc, une fois qu'on a tout ça pris en compte, qu'est-ce qu'on peut faire un peu peut-être pour se considérer en santé ou pas, puis déterminer si je peux pas me prendre un chiffre sur ma balance, qu'est-ce que je peux faire pour me sentir en santé? Mais c'est tout simplement de se définir au-delà de cette métrique-là. Donc, j'ai mentionné plusieurs points, hein. La qualité de notre alimentation, notre sédentarité, notre cercle social aussi, notre sommeil, justement. Donc, beaucoup d'autres facteurs au-delà de ça peuvent déterminer si on est une personne en santé ou non. Nos capacités physiques également. Donc, si j'arrive à suivre le rythme de mes enfants, par exemple, si je suis quelqu'un qui tombe malade moins souvent, qui se blesse moins souvent, c'est tous des bons facteurs qui contribuent à une meilleure vie plus longue et plus autonome, bien au-delà, encore là, d'un chiffre sur une balance. Donc, si le sujet vous intéresse, là, je vous recommande très, très fortement l'épisode de Balado que je vous parle juste ici, qui accueille Benoît Arsenault, qui est un chercheur spécialisé dans l'obésité et le métabolisme, donc qui parle de ce que je parle ici, mais pendant plus longtemps encore. Puis ensuite de ça, je vous recommande d'aller le suivre sur ses différents réseaux parce qu'il est vraiment très intéressant, puis il pousse très loin le sujet, donc c'est extrêmement intéressant. Ensuite de ça, une seule personne m'a posé cette question-là, mais je vais faire un parallèle là-dessus par après. Donc, on m'a posé la question, est-ce que la marche japonaise, c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une bonne pratique à implanter dans ma vie? La réponse courte, c'est oui. Ça peut être une très bonne façon. Dans le fond, rapidement, ce que c'est que la marche japonaise, c'est des intervalles de marche, 3 minutes rapides, de marche rapide, 3 minutes de marche plus de type balade, 5 fois au total. Donc, on fait 5 tours comme ça, ce qui prend 30 minutes, et on le fait environ 4 fois par semaine. Donc, on vend cette méthode-là comme étant plus flexible que, par exemple, l'objectif de vouloir faire 10 000 pas par jour, qui peut être quand même parfois irréaliste parce que ça peut être long quand même de faire 10 000 pas. Puis justement, quand on a un travail de bureau, c'est quand même difficile de prendre le temps de les placer à chaque jour. Donc, c'est un peu plus flexible. Donc, c'est une bonne méthode. Ce qu'il faut savoir, par contre, c'est que c'est pas une méthode miracle. Et en fait, les méthodes tendance en général, elles ne le sont jamais. C'est pas pour autant dire qu'elles sont mauvaises. Bien au-delà de ça, justement, je réitère là-dessus, la marche japonaise est une très bonne pratique à prendre si elle vous plaît. Et donc, c'est de même qu'il faut voir un peu, quand vous voyez une nouvelle méthode d'entraînement, une nouvelle façon de bouger, un nouvel équipement qui vous fait bouger d'une façon différente, c'est jamais une solution miracle, mais c'est pas non plus une méthode forcément à acheter aux poubelles directement. C'est une corde de plus à votre arc pour peut-être trouver la bonne méthode qui vous allume. Et donc, ça, je reviens à la motivation là-dessus. Donc, si la marche japonaise pour vous est une méthode qui vous fait sentir bien, qui vous fait du bien, allez-y à fond. Et si au contraire, vous ne l'aimez pas trop, essayez autre chose tout simplement. Puis c'est là que, par exemple, un professionnel comme un kinésiologue ou un entraîneur peut vous aider à trouver la bonne façon pour vous de bouger selon vos intérêts parce qu'au final, c'est juste de trouver ce qui nous allume, qui va nous aider à pratiquer par après de manière régulière. Aussi, vous remarquerez que justement, cette méthode-là, cette marche-là se rapporte beaucoup assez près des recommandations générales de Santé Canada là-dessus, qui recommandent 150 minutes ou 2 heures et demie d'activité physique par semaine minimum. Ici, on est à 2 heures, donc quand même pas si loin. Donc, ça, c'est en cohérence. Et d'ailleurs, justement, si vous voulez un peu plus de détails sur les recommandations, vous les avez encore là, juste ici par le code QR. Donc, je vous les recommande. Donc, non seulement parce que vous avez des définitions là-dessus, les recommandations en chiffres et tout ça, mais aussi vous avez des conseils pratico-pratiques aussi sur comment bien les implanter un peu comme j'en parlais avec la motivation. Donc, autrement dit, de rendre ça accessible et facile, ça fait toute la différence en général là, pour implanter ce genre d'habitude. Donc, ça fait le tour pour nos mythes et réalités.
Maintenant, pour parler d'exercice physique, une question qui m'est revenue souvent, c'est les exercices essentiels. Donc, on me pose la question, je fais du ski de fond, qu'est-ce que je peux faire? Je fais de la course, qu'est-ce que je peux faire comme exercice? Je suis un homme de plus de 40 ans, je suis une femme en préménopause, quoi faire? Donc, qu'est-ce qui est meilleur entre tel exercice, un autre exercice, une autre manière de travailler? Puis la réponse, c'est dans les exercices, les exercices essentiels, ben, il n'y en a pas, tout simplement. Euh, Là-dedans, en fait, ce que je veux dire par là, c'est que, encore là, je reviens à la motivation, on veut privilégier ce que vous aimez faire. Donc, encore là, c'est là-dessus qu'on va vouloir s'approcher en tant que kinésiologue. On va vouloir voir ce qui vous allume encore là et qui va vous amener à vouloir être régulier. Donc, peu importe votre situation, si vous êtes capable de faire quelque chose et que vous l'appréciez, il n'y a aucune raison de s'en priver parce que vous allez recevoir des bénéfices qui vont être peut-être qu'à 80% optimaux, mais que vous allez pratiquer toujours. Tandis que si on vous donne, nous, la meilleure façon, la plus optimale, mais que vous la pratiquez de manière hyper irrégulière pour ensuite carrément la lâcher, ben, on aura perdu notre temps et ce ne sera pas la meilleure façon de faire. Donc, si on parle de performance, donc dans des athlètes, des choses comme ça, dans un contexte de compétition, oui, il y a des exercices essentiels, mais par après, si vous voyez justement encore là une nouvelle façon de faire, un nouvel exercice, on vous en conseille un, on vous en dit d'en éviter un, voyez ça quand même comme juste des clés de plus à essayer pour vous, puis enregistrer seulement ce que vous aimez. Tout simplement, sans se casser la tête là-dessus. Donc, je voulais juste un peu démystifier encore là les exercices essentiels ou moins essentiels. Ensuite de ça, je vais parler un peu plus d'un sujet niche, l'entraînement en explosivité, la pliométrie. C'est un sujet qui, peut-être pour plusieurs d'entre vous, vous parle pas, vous avez jamais entendu parler. Donc, en gros, l'entraînement en explosivité, c'est l'entraînement où est-ce qu'on va être souvent au poids de corps et qu'on va viser à bouger rapidement en réduisant le temps de contact au sol le plus possible. Si vous voyez avec l'image ici, par exemple, là, c'est un exercice quand même difficile où est-ce qu'on va demander de sauter d'une boîte et à l'atterrissage de ressauter très rapidement. Pour ceux qui s'entraînent avec moi cette semaine, par exemple, vous avez fait les steps 2 up, donc les deux sauts d'affilée. Ben, le deuxième, ça voulait un petit peu de travailler ça justement là, donc je vous ai un petit peu mis là-dessus. Donc le but de cette pratique-là, c'est d'améliorer ce qu'on appelle le rendement élastique, autrement dit de rendre les tendons et les muscles avec une énergie passive plus grande, qu'on n'a pas besoin de forcer plus pour quand même mieux forcer. Ensuite de ça aussi, ça peut amener un meilleur renforcement de la stabilité des articulations, vu que c'est avec du poids de corps et c'est des mouvements explosifs et rapides, ça force à garder une meilleure technique, à pratiquer une meilleure technique. Et ça amène deux gains très, très importants, qui est juste un gain de puissance, de force de vitesse qui peut être qui peut être intéressant pour un coureur, pour n'importe qui se déplace et qui pratique des accélérations importantes, comme par exemple dans des sports. Mais aussi, et ça c'est là que je trouve que c'est important, c'est intéressant pour tout le monde, c'est que ça améliore grandement l'encaissement des chocs. Donc des chutes, des marches un peu trop hautes, un saut d'une plateforme, des choses comme ça. Donc quand la vie nous force un petit peu plus à devoir faire faire avec un impact, ben, cet entraînement-là peut être grandement bénéfique. Donc ça amène moins de blessures quand c'est bien pratiqué. Ce qu'il faut savoir, c'est que certains ont quand même certaines euh, appréhensions à le pratiquer parce que ça peut sembler dangereux. C'est quand même à très haut impact, c'est très demandant pour le corps. Mais quand on prend en compte les bons éléments, on peut y aller de manière très sécuritaire. Donc, il faut juste prendre en compte, par exemple, sur quel sol on pratique. Si on est sur du gazon, si on est sur du béton, c'est sûr que l'impact va être plus ou moins important. Si j'atterris sur une seule jambe ou deux, même chose. Et surtout, donc, si je pratique la bonne ou la moins bonne technique, encore là, ça peut grandement influencer. À partir de là, je pense que en fait, on encourage n'importe qui veut bien s'y essayer à le pratiquer tant qu'il y a une certaine base en renforcement musculaire qui a été faite. Donc, si vous avez déjà un peu l'habitude de vous entraîner dans le passé ou en ce moment depuis quelques mois à raison de 2 fois semaine minimum, donc c'est assez régulier. À partir de là, vous pouvez l'implanter dans votre entraînement au début, par exemple, ou même à part, dans une session à part. Et donc, comment l'implanter? Ben là, vous avez ici un programme que je vous ai fait moi-même qui regroupe 8 exercices différents. Donc, le but, c'est pas de faire les 8, c'est qu'il y a un ordre croissant, en fait, de difficulté, là, du plus accessible au plus difficile. Donc, vous pouvez vraiment commencer avec un tout petit, comme par exemple des exercices de type corde à sauter. C'est déjà un petit peu de la pliométrie en soi jusqu'à ce qu'on voit ici à l'image qui peut être un peu plus demandant. Donc, il y a un peu plus de détails sur quoi pratiquer et comment sur le programme en tant que tel, mais donc, c'est accessible pour vous tous.
Ensuite de ça, on pose la question comment bien bouger au bureau. Normalement, si vous avez vu la capsule qui a sorti ce matin, vous avez déjà quelques clés. Mais donc, le mot-clé, en effet, c'est micro-pause. Donc, de viser des courtes pauses, mais souvent, c'est vraiment ce qui va faire la différence. Donc, oui, on a notre pause du midi, on a nos pauses de 15 minutes, mais des petites pauses comme ça de 1 à 2 minutes qui regroupent soit des étirements, soit un peu de marche, soit de la mobilité, c'est ce qui va faire vraiment une grande différence. Et encore là, il n'y a pas une affaire essentielle à faire. Il y a des choses qui se recommandent plus que d'autres, oui. Mais encore là, s'il y a quelque chose que vous aimez particulièrement faire, ben, c'est ça qui va être le mieux à faire pour vous. Donc, vous avez déjà des ressources pour ça, notamment justement une routine d'étirement que je vous ai préparée et faite référence là, justement dans la capsule des micro-pauses. Mais vous avez aussi sur la chaîne de Santé Bien-être une autre vidéo faite par ma collègue Catherine, qui était stagiaire à l'hiver dernier, qui vous offre aussi d'autres mouvements, un peu plus de mobilité, tandis que là, on parle plus d'étirement. Donc, je vous encourage grandement à aller regarder ces deux vidéos-là, déjà pour savoir un peu de où partir. Puis, je vous encourage aussi à marquer un peu votre pratique, votre fréquence de pratique. On vise, comme je vous dis, pas souvent, pas forcément longtemps. Ça peut être aussi peu que 30 secondes. Mais si vous vous marquez d'en faire au moins un petit peu à tous les jours ou à chaque 2 jours, ça peut être motivateur de le noter pour voir, hey, oui, j'arrive à m'y tenir. J'ai justement une nouvelle habitude de prise qui va être bon pour moi dans le futur. Donc, ça peut être motivant encore plus là, d'y aller de cette manière. Donc maintenant, on va parler course à pied plus spécifiquement. Donc, il faut savoir, c'est un intérêt, comme je disais, personnel depuis longtemps, là. Donc, c'est sûr que je voulais en parler un petit peu plus, mais c'est aussi plusieurs questions qui me sont revenues là, au travers. Donc, c'est ce qu'on va aborder ici. Donc, on va commencer tout simplement par comment bien se chausser. Donc, on me posait la question, comment choisir sa chaussure de sport? Il y a énormément d'offres, même dans une même marque, on pourrait s'y perdre très facilement. C'est pour ça qu'en général, on va aller dans des magasins spécialisés et eux sauront nous guider. Mais il y a quand même quelques points à savoir là, sur quoi faire et quoi éviter. Déjà, il y a plusieurs différentes pensées entre justement ce que les compagnies vont suggérer, ce que certaines équipes de recherche vont suggérer. Ça peut être un petit peu contradictoire, mais ce que tout le monde semble s'entendre, c'est de dire si ta chaussure en ce moment te convient, il n'y a aucune raison de la changer. C'est-à-dire que si elle est confortable, si tu n'as jamais de blessure avec, elle va s'user, donc essaye quand même de la changer pour elle reste de bonne qualité, mais ne change pas de modèle si tu as encore accès, parce que c'est clairement donc la bonne chaussure pour toi à ce moment-là. Ensuite de ça, si on souhaite changer de modèle de soulier de course, peu importe parce qu'on ne trouve plus son modèle, on n'arrive pas à trouver un modèle assez proche de ce qu'on avait déjà, mais il y a différentes équipes de recherche comme celle de la clinique du coureur qui va un peu plus parler de la chaussure minimaliste. En gros, c'est une chaussure qui va être un peu plus axée sur laisser le pied faire par lui-même, qui va laisser par exemple plus d'espace dedans pour les orteils, qui va moins faire offrir de support, ce qui peut être bon pour certains, moins pour d'autres. Et dans tous les cas, si vous allez dans cette direction-là, vers cette chaussure-là, même donc des personnes qui sont pour y aller vers ça, on recommande d'y aller très progressivement, c'est-à-dire que si vous achetez une chaussure, essayez de encore de changer de chaussure avec une autre un peu plus que vous avez l'habitude d'utiliser déjà, ou prenez pas tout d'un coup des sandales qui sont très très minimalistes juste pour dire que vous avez une chaussure minimaliste tout d'un coup. Donc allez-y progressivement parce que là, ça peut amener des blessures malgré tout. Le but, c'est de créer une adaptation, de quand même juste permettre au pied d'un peu plus travailler par lui-même, mais sans non plus le surexposer et juste le blesser, ce qui pourrait juste empirer votre cas. Aussi, donc, comme je disais, on veut quand même avoir une certaine rotation. En général, on commande 600 à 800 km là, avant de changer de soulier. Il y a certains modèles qui sont encore moins. C'est surtout dans les chaussures très techniques, là, maximalistes, justement, j'ai envie de dire, qui se veulent pour les athlètes et tout ça, que ça peut aller aussi bas que 300 km. Mais en général, 5 à 800 km peuvent être bien réalistes là, comme durée de vie. On peut se fier tout simplement aussi si on ressent que le soulier ne nous supporte plus, justement par rapport à ce qu'il nous supportait auparavant, en tout cas. On peut justement aller en magasin comparer avec le même modèle, mais neuf, voir s'il y a une grosse différence. S'il y a des signes d'usure visuelle, donc si la semelle qui commence à se détacher, des trous dans le soulier, le talon qui commence à trop se trouer, encore là, évidemment, ça peut être signe de changer. Puis bref, si le concept de chaussures minimalistes avec un peu plus de nuances quand même vous intrigue, vous avez le site web de la Clinique du Coureur là, qui vous donne plus d'infos là-dessus, très clair, là, un peu comme le visuel juste ici, là, pour un peu plus savoir quoi faire de ça réellement et donc comment bien progresser vers ça.
Ensuite de ça aussi, la question est, une fois qu'on a des souliers, comment bien débuter en course à pied? Donc, on m'a posé la question, par exemple, comment bien choisir mes intervalles? Déjà, évidemment, il faut savoir qu'on part tous de son point de départ à nous. Comme je disais encore dans la motivation tout à l'heure, il faut savoir partir au bon endroit. Donc, je vais revenir plus tard pour ceux qui sont déjà habitués de courir avec les différents types de courses. Mais pour quelqu'un qui n'a jamais couru, ben, la course marche peut être une très bonne solution pour commencer. Donc, vous voyez juste ici un programme offert encore là par la Clinique du coureur, qui est un programme en général de retour de blessure, mais que je trouve excellent pour n'importe qui veut s'initier à la course, mais qui ne sait pas trop quoi faire pour l'instant. Donc, de considérer qu'on a le droit de marcher hein, quand on court, puis que c'est pas forcément un signe d'échec, mais plus un signe d'endurance et de progression et de patience, ça peut être une bonne manière de faire. Donc, vous n'êtes pas obligé, évidemment, de commencer à la semaine 1 de le faire chaque jour. Vous pouvez y aller avec vos ressentis. Donc, commencez de ce que où vous estimez être capable de faire puis progresser soit à chaque entraînement ou à chaque 2 entraînements. Puis quand vous remarquez, ah, c'était peut-être un petit peu trop difficile, on peut rester au même entraînement ou même peut-être reculer d'un échelon avant de remonter. Donc, c'est vraiment de se fier à nos propres ressentis pour voir si c'était trop difficile, si c'était trop facile, si c'était adéquat pour juger de la progression, pour se rendre justement jusqu'à être quand même à l'aise de courir 30 minutes de manière continue, là, donc sans marcher. On se pose absolument pas la question de la vitesse, donc de la course et de la course, que ce soit à 7 km/h ou que ce soit à 15 km/h. Donc là-dessus, on ne regarde pas on n'est pas regardant pantoute sur la vitesse, on se fie vraiment juste à la durée. Et donc, quand vous devenez à l'aise à courir de manière continue comme ça, on peut commencer à intégrer d'autres types de courses. Donc, on parle justement des trois grands types, là, la longue, les intervalles et le jog, qui sont vraiment les trois, disons, piliers fondamentaux là, d'une bonne progression et d'une bonne semaine d'entraînement de course, en fait, là. Donc, si je commence en fait à l'inverse avec le jog, ben, c'est la course la plus évidente à faire, c'est-à-dire que c'est une course en continu, d'une intensité modérée, qu'on est capable de tenir assez longtemps et que là, on va pas tenir aussi longtemps que ça, c'est-à-dire qu'on va être capable de faire, on serait capable de faire plus longtemps que ça, mais on s'arrête pour que ça reste facile. Donc, on fait juste bâtir notre aérobie avec ça. Au contraire, on a la longue, qui, elle, est donc, comme ça dit, la plus longue de la semaine. Dépendamment si on court 3 fois ou 5 fois semaine, ça va différer, mais ça représente en général 30 à 50 de notre volume de course, de notre distance de course de la semaine. Et donc là, le but, c'est juste d'habituer notre corps à faire un effort continu de plus en plus long. Encore là, avec une progression saine sur laquelle je reviendrai juste après. Et finalement, les intervalles, ben ça, en fond, il y a mille et une façons de faire, notamment justement le programme que vous voyez juste là, vous pourriez tout simplement le remplacer par, au lieu de course-marche, faire course intense et jogging de récupération. Encore là, il y a plein d'autres manières d'avoir autant en ligne qu'avec un professionnel, dépendamment de vos objectifs exacts. Mais en gros, les intervalles, le but, c'est d'aller un peu plus sur les adaptations anaérobiques, améliorer son plafond de capacité cardiovasculaire et non pas juste son endurance. Donc, c'est des efforts intermittents où est-ce qu'on va toujours avoir un repos et plusieurs efforts assez intenses que normalement on ne saurait pas tenir ou en tout cas qui ne seraient pas sains de tenir aussi longtemps d'un seul coup. Et donc, dans tous les cas, long, intervalle et jog, la progression doit se faire sur la durée. Donc, la durée de la course longue, du jog et la durée des intervalles, le nombre d'intervalles. Et cette progression-là doit se faire à un pourcentage qu'on recommande de pas plus de 10%. C'est-à-dire que si, par exemple, une première semaine, je fais 25 km de course au total, la semaine prochaine, je devrais faire 27,5 environ, le 27-28 km. Et progressivement comme ça monte de plus en plus. Mais donc, à coût de 10%. Parce qu'on remarque qu'au-delà de ça, surtout à partir de 15%, de un, ça peut être juste pas très soutenable. On va trop en demander à notre corps et pas assez de récupération, donc il n'y aura pas d'adaptation. Puis aussi, ça peut juste amener à un beaucoup plus grand risque de blessure. Donc, on limite une progression saine de 10% environ. Parlant de blessures, justement, on m'a demandé comment prévenir ces blessures. Donc, autant dans la course que dans tout, c'est toujours le même principe, c'est tout est dans la dose. Donc, si je reviens à ma course, si ma longue course, je la fais tout d'un coup un 3 heures sans m'y préparer, je risque des blessures. Si, au contraire, des intervalles, j'en fais une trentaine d'intervalles sans m'y préparer, ça va être difficile aussi, et donc je risque de me blesser. Donc, tout est dans la progression et d'y aller à un bon rythme. Notre corps est capable de faire à peu près tout tant qu'on lui donne le temps de s'adapter. Donc, les marathoniens, par exemple, ils n'ont pas pu du jour au lendemain faire 42 km. Ça leur a pris des mois, des années même pour construire des articulations et des muscles assez forts et endurants pour pouvoir tenir cette charge-là. Donc, on y va avec une progression, une dose saine. Et encore là, ça, je vais en revenir plus tard, mais autant dans la course que dans toutes les autres pratiques physiques là, qu'on a dans notre vie.
Un autre bon moyen de prévenir donc les blessures, c'est le renforcement musculaire, donc autant en course à pied que dans tout le reste encore là de notre vie. L'entraînement en renforcement musculaire, entre autres l'entraînement fonctionnel aussi, peuvent aider grandement à prévenir ça, puisqu'on demande justement à notre corps de s'adapter à des mouvements qu'on va pratiquer par après. Donc, ça améliore la stabilité de l'articulation, ça améliore l'activation des muscles, donc qui nous demande moins d'efforts pour soutenir un même rendement énergétique, on va dire. Donc, on veut aller chercher cette pratique-là de la bonne façon. Et finalement, donc juste pratiquer les bonnes techniques, évidemment. Donc en course, d'avoir une bonne foulée, dans tout ce qui est transport de charge, avoir des bonnes techniques de manutention au bureau, avoir un bon espace ergonomique, comme j'ai pu parler justement dans les différentes capsules et comme vous pouvez aller voir sur l'intranet. Et dans le sport en général, ben, de pratiquer les bonnes techniques. Donc que ce soit au basket, de tirer de la bonne manière, de se déplacer de la bonne manière, que ce soit en ski de fond, encore là, d'avoir les bonnes techniques. Tout ça va toujours évidemment aider à non seulement prévenir les blessures, mais en plus à améliorer ses performances. Donc, assurez-vous de vous renseigner sur comment bien pratiquer tous vos gestes du quotidien, en fait, là. Donc, oui, votre sport, mais aussi donc les différentes manutentions pour réduire le risque de blessure. Donc, on approche déjà pas mal de la fin. Donc, je conclurai tout simplement avec la question où nous trouver, nous, en tant que kinésiologues. Vous devez déjà le savoir un peu, mais donc, on peut nous trouver évidemment dans des gyms, dans les hôpitaux, vous le savez sûrement, puisque vous avez sûrement certains collègues qui sont kinésiologues, dans des cliniques en général, des centres communautaires également qui offrent entre autres des cours de groupe. Au privé, beaucoup de kinésiologues sont entre autres travailleurs autonomes et évidemment, vous avez des stagiaires à votre disposition de temps en temps. Mais donc, si vous cherchez plus spécifiquement un kinésiologue et vous cherchez pour vous avez des questions spécifiques, vous avez un domaine spécifique dans lequel vous aimeriez une expertise, vous avez deux très bonnes ressources ici, la Fédération des kinésiologues du Québec et la KKMQ, l'Association des kinésiologues, kinésithérapeutes, orthothérapeutes et massothérapeutes du Québec. Dans le fond, ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que kinésiologue n'est pas un ordre professionnel, donc on n'a pas d'ordre en tant que tel, mais sous une base volontaire, tout diplômé peut faire partie et ou de la fédération et de l'association. Et donc, à partir de là, on se tient tout comme un ordre, c'est-à-dire qu'il y a des inspections, il y a un code de déontologie, il y a des obligations de formation continue. Donc, ça nous rajoute un petit peu un saut d'approbation supplémentaire. Et donc, vous pouvez aller chercher justement sur ces deux sites-là euh, par région, par nom, par type de service, si vous avez des pathologies spécifiques, si vous avez besoin qu'ils puissent se déplacer à domicile, qu'ils puissent aller dans des gyms ou juste le faire par réunion, visioconférence comme ça. Donc, tout est assez détaillé. Donc, encore là, une très, très bonne ressource là-dessus. Je conclurai là-dessus déjà en vous remerciant premièrement grandement pour votre curiosité. Ça a été extrêmement intéressant de voir toutes vos questions. Puis j'espère en tout cas avoir su y répondre convenablement pour vous. J'aimerais aussi donc vous rappeler que les cours de groupe et le concours pour le suivi personnalisé revient à l'hiver. Donc vous avez les dates juste ici devant vous du 4 au 18 janvier. C'est les inscriptions qui s'ouvrent. N'oubliez pas que pour le cours de groupe, le plus tôt c'est, le mieux c'est pour vous, là, vous garantir une place. Et les cours débutent donc le 26 janvier 2026, la semaine du 26. Et finalement, si vous avez quelconque question sur ce qui a été abordé ici, mais aussi sur les autres services que les services santé bien-être peuvent vous offrir, vous avez l'adresse courriel juste ici pour écrire à l'équipe à ce moment-là. Merci beaucoup, Gabriel. Normalement, ma Oh, présentation. Donc, encore là, donc s'il y en a qui veulent rester ici, comme je disais, je reste disponible pour si vous avez des questions au travers, je laisse Marissa nous guider là-dessus s'il y a besoin. Pour les autres, vous pouvez très bien quitter dès maintenant, profiter du reste de votre midi. Puis encore là, un grand merci de votre participation, ça a vraiment été très, très apprécié. oui, un grand merci, Gabriel. Tantôt, tu pourras aller voir, mais il y a des beaux Pardon, Marissa, je commentaires. t'entends pas bien. Ça sera pas long. Ah, Powering on. Je t'écoute, c'est bon. oui, mais c'est ça, je te disais merci beaucoup, là, Gabriel. En fait, tu pourras aller voir tantôt. Il y a des très beaux commentaires dans le clavardage. Donc, c'est ça, s'il y en a qui ont une ou deux questions, là, n'hésitez pas vraiment là, à nous en faire part. Puis, entre-temps,
Dans le fond, ce que je peux te dire, Gabriel, là, qui est ressorti un petit peu, là, je pense que les gens ont beaucoup apprécié, entre autres, tu sais, que tu as mis des compléments d'information, des codes QR vers des balados, des fiches. Ça a été aussi très apprécié. Puis même quelqu'un qui suggérait d'écouter le balado tout en faisant une marche japonaise. Fait que on fait une pierre deux coups. Ouais, Puis, c'est bon. fait que, mais super intéressant, franchement, là, fait que ça revient beaucoup. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui avaient d'autres questions qui voulaient prendre la parole avant qu'on se quitte. Donc, bien, ça semble Parfait. complet. Tant Euh, mieux. donc, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le lien vers justement le formulaire d'appréciation de la rencontre, si vous voulez prendre quelques minutes pour le compléter. Puis, dans le fond, comme Gabriel le disait, là, demain, vous allez recevoir là, le courriel avec justement la présentation, là, le webinaire, le PowerPoint. Donc, n'hésitez pas là, à en parler aussi à vos collègues pour ceux qui ont pu, qui ont pas pu être présents aujourd'hui. Fait Merci à tous encore. oui, un grand merci, puis bonne fin de dîner.